l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui, on se retrouve pour un autre top 6. Cette fois-ci, on est rendu en 2013. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait déjà plusieurs semaines que je produis cette série de vidéos-là. Je revisite les différentes années pour sortir le top 6, donc les 6 jeux que j'ai le plus aimé. Donc, c'est certain que c'est pas nécessairement les meilleurs jeux sur le marché. Ça se peut que j'ai pas les mêmes goûts que vous, puis j'espère même d'ailleurs pas avoir les mêmes goûts nécessairement que vous, parce que ça amène toujours à pouvoir échanger. Puis c'est ce qui est le fun dans les jeux, c'est que souvent, il y en a tellement pour tous les goûts. Donc, il y a des jeux qui feront pas l'unanimité, il y a des jeux qui vont être aimés de la plupart du monde. Et ben c'est pour ça que j'aime ça, refaire le tour de différentes années comme ça. Comme l'habitude, je commence toujours avec des mentions, donc des mentions honorables sur des jeux qui figurent assez haut sur le top de BGG ou des jeux qui sont très populaires, qui font pas nécessairement ma liste. On va y aller avec ça immédiatement. Donc le premier jeu de mes mentions qui fait pas le top 6, c'est un jeu que je n'ai joué qu'une seule fois. Puis je suis certain qu'il y aurait probablement eu du potentiel pour faire le top. C'est pas un jeu que... Je veux dire, ça n'a pas été une révélation ludique, mais c'est un jeu qui va très bien et qui est très très populaire. C'est le jeu Concordia. Donc Concordia est un jeu qui est... C'est pas un jeu que j'ai trouvé excitant, mais c'est un jeu qui, mécaniquement parlant, est vraiment, vraiment bien ficelé. Puis je suis certain qu'à jouer plusieurs autres parties, ce jeu-là se retrouverait probablement dans mon top 6. Un autre jeu, celui-là que je n'ai pas joué, c'est le jeu Eldritch Horror. Donc, c'est une série de jeux, il y a eu d'Arkham, le mythe du Cthulhu, des choses comme ça. Donc, Eldritch Horror est un jeu très, très long. Je ne connais pas grand-chose de ce jeu-là. J'ai pas eu l'occasion souvent de tremper dans ces eaux-là. Je sais qu'il y a un ami qui l'avait acheté, mais je sais pas, c'est un jeu qui ne m'intéressait pas à la base. Mais comme je dis, je me suis pas beaucoup renseigné sur le jeu. C'est juste qu'à un moment donné, il y en a tellement qu'il faut faire des choix. L'autre choix que j'ai placé est un jeu avec un concept qui habituellement m'allume beaucoup, c'est des concepts de jeux de civilisation. Le jeu Nation ne fera pas mon top parce que je n'y ai pas joué. Je dirais que dans ce créneau-là, des jeux de civilisation, c'est des jeux qui prennent la place, qui prennent du temps, qu'on ne jouera pas nécessairement souvent. J'en ai joué quelques-uns à travers le temps et un de mes préférés reste toujours Clash of Culture. Clash of Culture est un jeu que j'aime beaucoup et c'est mon jeu de civilisation. Donc, j'ai déjà joué à Through the Ages qui, d'ailleurs, est vraiment, vraiment exquis, mais celui-là mérite plus sa place à jouer à l'application parce que les parties sont beaucoup plus rapides. Mais là, je diverge un peu. Comme j'expliquais, jeu de civilisation, j'aime beaucoup ça, mais il faut faire des choix des fois. Et c'est pour ça que je n'ai jamais essayé le jeu Nations, donc Nation. Mais on va y aller immédiatement avec le top 6 de mes jeux favoris de 2013. Numéro 6. En 6e place, c'est un designer qui doit faire, je pense, le top à chaque année. Mon designer favori, Uwe Rosenberg, avec le jeu Glass Road. Donc Glass Road se retrouve assez bas dans mon palmarès parce que, encore une fois, je peux reconnaître que, mécaniquement parlant, ce jeu-là est très très bien pensé. J'aime beaucoup le concept de conversion de ressources, mais j'ai joué quelques parties et c'est pas mon préféré des Rosenberg. Donc souvent quand j'ai à sortir un Rosenberg, ce sera pas nécessairement Glass Road, la route du verre. C'est même un jeu que j'ai vendu il y a 1 an, je crois. Je me demandais s'il allait me manquer, mais finalement il y a tellement de jeux qui sortent à un moment donné, on peut pas jouer à tout. Et malgré le fait que Glass Road se retrouve dans mon top 6, c'est un jeu que je n'ai plus à ma possession. Mais je dirais pas non une partie, le concept était très bien pensé. C'est juste que dans ce concept-là, je commençais à avoir beaucoup de jeux différents. Et des fois, il faut faire des choix. Donc en 6e position, le jeu Glass Road. Numéro 5. Cette fois-ci, en numéro 5, je vais en surprendre beaucoup parce que c'est un jeu que vous ne connaissez probablement pas. C'est même un jeu qui, mécaniquement parlant, celui-là, c'est un peu à l'inverse de Glass Road, c'est faible un peu, mais c'est le thème. Je suis un fervent du thème de sciences, des choses comme ça, des sciences appliquées. Je trouve que c'est des thèmes qui sont très intéressants. Il y a certaines séries de jeux qui ont été faites avec un petit côté scientifique et j'aime beaucoup ça. Le jeu Compound. Compound est un jeu de gestion de ressources. Bref, on va devoir fabriquer des molécules. Donc, avec différents atomes qui sont représentés par des ressources, on va devoir faire des molécules pour marquer des points. Bon, au final, c'est comme si on construisait des maisons avec de la brique ou de la roche, mais le thème de science est vraiment intéressant. Donc, on va utiliser différentes molécules. Donc, 2 molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. On va faire du H2O, on va faire des mélanges d'acides, des choses comme ça. Et je trouve que le thème est très bien rendu. Même que la trame de score est un tableau périodique. Bon, c'est uniquement le tableau périodique pour calculer les points, donc ça n'a vraiment aucune autre insistance sur le jeu. Mais j'ai trouvé que c'est une belle touche. Puis c'est des thèmes qui sont le fun parce que de la science appliquée comme ça, je sais qu'il y a un jeu récemment de Genius Games qui est sorti qui s'appelle Subatomic, qui est vraiment un autre petit jeu, thème scientifique vraiment génial. Et Compound, malgré le fait que le jeu soit pas si
si bon que ça, mérite sa place comme numéro 5 parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai encore dans ma collection et j'aime bien ça le montrer aux gens parce que c'est un jeu que c'est pas tout le monde qui connaît. Numéro 4. Souvent, il y a des jeux qu'on va jouer qui sont, comme j'expliquais, bon, mécaniquement parlant, le thème fort, c'est drôle, je touche un peu à tout avec l'année 2013. En numéro, on est rendu en 4, oui, en numéro 4, c'est un petit jeu très très léger, mais c'est un petit jeu très très léger qui est très populaire. C'est le jeu Sushigo. Bon, quelques années plus tard, la version Sushigo Party est arrivée mettre une petite couche par-dessus ça, mais sinon, à la base, Sushigo est un jeu de draft. Donc, un jeu très très simple de draft. Je dirais même que c'est une belle entrée de gamme pour des gens qui n'ont jamais joué parce que, encore là, le look du jeu est vraiment mignon. Donc, c'est des petites cartes, des beaux petits sushis avec des petits sourires, des petits sashimi, des petites crevettes, des petites choses comme ça. C'est vraiment vraiment mignon à voir, mais c'est pas à cause que c'est mignon nécessairement que c'est pas un jeu qui est mécaniquement bon parce que c'est un jeu de draft pur. Donc, on va choisir une carte, on va la jouer, on va attendre que tout le monde soit prêt, on va la révéler, ensuite on va passer le paquet à gauche et ainsi de suite. On va essayer de se faire un tableau pour marquer des points selon différentes conditions. C'est la base même du draft, mais c'est un jeu qui passe partout. Et c'est un jeu également qu'on peut montrer à pratiquement n'importe qui. Donc même les gens qui sont pas gamers, qui vont pas savoir c'est quoi du draft, Sushigo est un jeu qui va passer tout le temps très très bien. Et c'est pour ça qu'il fait mon top. Numéro 3. En troisième position, c'est un jeu qui a, je dirais que je l'ai joué énormément. Bon, si vous avez écouté une vidéo que j'ai faite précédemment, des jeux que j'ai joué le plus longtemps, donc en termes de durée de jeu, ce jeu-là en fait partie. C'est le jeu Pathfinder, The Adventure Card Game. Donc moi j'ai joué à la boîte Rise of the Rune Lords, mais il y a différentes boîtes de jeux qui existent. Je sais qu'également il y a un revampage du système qui est en train de préparer avec une nouvelle boîte. Ceci dit, qu'est-ce que c'est Pathfinder? Eh bien c'est un jeu de cartes qui va utiliser pas nécessairement du deck building, mais de la construction de deck. Donc, on va construire différents decks et on va devoir explorer. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'une partie de Donjon Dragon du côté mécanique. Donc, on va lancer des dés. On va brasser beaucoup de dés pour faire beaucoup de jets, beaucoup de tests, des choses comme ça. Et on va avoir des cartes qu'on va devoir jouer. On a également un système de points de vie, si on veut, à respecter. Il va falloir que les cartes, on passe pas à travers notre deck, des choses comme ça, parce que nos personnages peuvent mourir. Et on fait une histoire. Et bon, comme beaucoup de Living Card Game, donc des jeux de cartes évolutifs, ben, on commence avec le chapitre 1 et ensuite on va pouvoir acheter, différents chapitres, ça va rajouter des cartes à la pool et éventuellement on va pouvoir explorer. Donc les cartes qu'on va explorer, on va pouvoir changer notre deck. Donc à la fin de la partie, les cartes qu'on va ramasser, on va pouvoir choisir et se fabriquer un deck pour la prochaine fois qu'on va affronter le prochain chapitre. Donc d'un point de vue narratif, c'est très intéressant. J'ai joué énormément avec un de mes amis quand mon ami a déménagé. Là, je dirais que c'est le jeu a pris une petite drop un peu. J'ai pas réussi à trouver personne avec qui qu'on partageait le même engouement pour ce jeu-là, mais ça reste un jeu coop très très bien fait. Si jamais vous voulez voir, il y a également une application qui existe. Et je dirais que l'application, je suis pas nécessairement un fidèle défenseur en disant dehors les jeux de physique tout le temps, mais je pense que dans ce cas-là, l'application se porte très bien parce que il y a beaucoup de management à faire. Donc, fabriquer les decks, les différentes zones, des choses comme ça, faut prendre des cartes, faut faire des mélanges. C'est pas compliqué, mais ça peut devenir un peu long le setup. Donc, en version électronique, c'est certain qu'on parle l'attrait de jouer avec les gens, nos amis, mais je dirais que le jeu était très bien représenté. Si vous voulez aller voir, là, je pense qu'il est disponible sur l'Apple Store et sur le Google Store. Mais ça complète quand même le fait que ce jeu-là mérite une place dans mon top, et c'est le jeu Pathfinder. Numéro 2. En deuxième place, et là j'ai hésité entre le 2 et le numéro 1 parce que mon numéro 1 qui va venir plus tard a été longtemps un de mes jeux favoris, mais plus ça va, puis probablement je joue pas souvent non plus, mais je vais y revenir. Fait que le choix a été difficile. En deuxième position, cependant, c'est le jeu Russian Railroads. Donc, Russian Railroads est un jeu de train. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. En fait, c'est un engine builder. On va fabriquer une machine à point. Et le jeu utilise un mécanisme de placement d'ouvriers de la manière la plus pure possible. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de flafla. Il y a un plateau de jeu. Il y a différentes places pour qu'on place nos ouvriers. On va avoir des petites pièces qui vont faire avancer des tracks de train si on veut en tant que tel. Le thème est vraiment juste là pour dire qu'il y a un thème, mais mécaniquement parlant, ce jeu-là est absolument incroyable. Un placement d'ouvriers pur, vraiment bien fait. Donc, on va essayer de se trouver une machine à point. Puis souvent, ça reprend un concept sans nécessairement faire du tableau building, mais c'est vraiment du engine building qu'on va faire avec ça parce que le fait qu'on va placer nos différentes choses, on va avoir différentes façons de faire des points et on va essayer d'optimiser. Donc, si on décide d'y aller avec d'une façon ou d'une autre, on a plusieurs facettes qu'on peut faire au jeu. J'ai également les extensions, bon, ceux-là sont un peu plus rares. German Railroad qui est arrivé après, qui donnait un mode solo. Aussi American Railroad qui rajoutait des nouveaux plateaux, mais sinon, Russian Railroad est un jeu absolument génial. Je n'y joue pas assez souvent, mais c'est un jeu que j'adore et c'est pour ça qu'il se retrouve en numéro 2, un jeu que je vous conseille d'essayer si jamais c'est pas déjà fait, Russian Railroad. Numéro 1.
On est maintenant rendu en numéro 1 et comme je vous disais, j'ai hésité beaucoup avec mon numéro 2, mon numéro 1, mais ce jeu-là a été un jeu qui a été mon jeu favori pendant assez longtemps. Je dirais dans mes premiers, là, je commençais à jouer, puis c'est le premier jeu que j'ai eu un méga coup de cœur dessus, puis que ça a été vraiment au top pendant très très longtemps. Un autre jeu de Uwe Rosenberg, c'est le jeu Caverna. Bon, maintenant, Caverna, le monde va parler souvent Agricola, Caverna, c'est des jeux qui se ressemblent énormément. Mais je trouve que Caverna a le point du fait qu'il est plus facile d'accès. Donc, il est moins punitif qu'Agricola. On a un jeu sandbox, donc c'est un placement d'ouvriers à la Rosenberg. On va avoir une ferme. On va également avoir une mine qu'on va devoir excaver. Donc, le thème de justement, c'est des petits nains qui vont justement être les fermiers. Ils vont également pouvoir aller se forger des armes et partir en expédition. Ça, c'est un gros changement par rapport à Agricola. Il y a un petit côté comme ça qu'on va avoir, c'est que nos travailleurs vont avoir une certaine valeur d'armes. Donc, si on veut, on peut aller en expédition. Il y a différentes cases qui vont nous permettre d'aller faire des quêtes. Puis avec ces quêtes-là, on va pouvoir récolter différentes ressources. Donc, c'est comme si on partait à l'aventure puis on venait avec des choses. Ça donne beaucoup plus de possibilités pour nourrir sa famille parce que souvent, quand on joue à Agricola, il faut se faire un food engine. Donc, il faut réussir à trouver notre façon de faire de la nourriture. Tandis qu'à Caverna, c'est plus facile. Il faut quand même s'y porter. Il faut quand même pas laisser ça tomber, mettre ça de côté. C'est un jeu qui est excellent. Je l'apprécie beaucoup. Je dirais qu'après avoir joué récemment à Agricola, c'est difficile de peser les deux. Mais comme Rosenberg l'a déjà dit, si c'est pour jouer 10 fois, je vous conseille Caverna. Mais si vous êtes pour jouer 100 fois, ben Agricola va souvent être beaucoup plus profond. Mais ça reste que Caverna est mon jeu favori de l'année 2013. Et voilà, ça fait le tour de mon top de l'année 2013. Donc 2013, une belle année. J'ai regardé les différents jeux qu'il y avait. Je trouvais ça très intéressant. J'ai commencé à regarder ceux-là. 2014, c'est une année qui s'adonne à avoir été excellente aussi. Mais pour vous, allez regarder un peu, allez creuser un peu les différentes années des jeux parce que des fois, bon, c'est pas très intuitif, des choses comme ça. Vous pouvez aller sur BGG ou sur votre site de jeux favoris pour voir les différentes années, des choses comme ça. Et vous, quel a été votre jeu de 2013? Ou sinon, si jamais il y a des jeux que vous aimeriez que je vous parle un peu plus, que je parle en détail, peut-être faire une vidéo ou juste répondre à des questions que vous avez, n'hésitez pas à les placer dans les commentaires. Ça va toujours nous faire un plaisir de vous répondre. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!